Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence spéciale RGPD de Swing Mobility de Divalto. Je suis avec Jérémy Grégoire. Bonjour. On va être ensemble pour un petit peu moins d'une heure, donc jusqu'à midi, pour répondre un petit peu à toutes les interrogations que vous avez à propos du RGPD, du CRM et notamment en particulier des solutions Swing Mobility. Et notamment pouvoir anticiper les changements qu'amène cette nouvelle réglementation. Voilà le sommaire de tout ce que nous verrons ensemble. J'irai assez rapidement sur qui nous sommes et qu'est-ce que nous proposons, puisque parmi vous, certaines personnes ne sont pas encore utilisatrices des solutions de CRM de Swing Mobility. Jérémy nous expliquera le contexte de cette nouvelle réglementation. Il ira très dans le détail finalement des points qui changent, notamment par rapport à, si vous connaissez anciennement ce que proposait la CNIL au sujet des données personnelles. Et ensuite, je reprendrai la main pour vous parler des impacts sur le CRM et plus particulièrement sur Swing Business, Swing Service. Et puis, on pourra vous ouvrir par rapport à des questions tout au long de cette présentation au travers d'un outil qui est en ligne, le chat. On vous répondra directement au travers de cet outil-là. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et puis on pourra poursuivre éventuellement par dialogue, par email. Voilà. Donc, pour démarrer, qui sommes-nous? Je vais le faire très rapidement. Divalto, nous sommes donc éditeurs, 250 collaborateurs, plus de 2000 experts formés à nos différentes technologies et qui proposent le déploiement de projets suite à des formations, des certifications qu'on a pu leur amener. Et puis donc on est une PME de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au niveau de nos activités, on a globalement deux métiers, donc on est éditeur de logiciels et on propose deux gammes de logiciels. Une première gamme qui est de l'ERP à destination des PME et des ETI et une seconde gamme qui est donc du CRM qu'on appelle mobile et collaboratif, dont le nom est Swing Mobility de cette BU. Alors, on continue. Donc, effectivement, parmi nos utilisateurs, plus de 12 000 donc, entreprises PME ETI et qui sont complètement concernées par le RGPD. Et donc, pour poursuivre dans notre activité et notre mission, finalement, c'est aider les entreprises à passer le cap de cette transformation numérique. Et je dirais que le RGPD est une nouvelle marche qui arrive vers nous et puis qui est d'ailleurs quelque chose qui est réglementaire, donc on va devoir tous appliquer à partir de, on va voir, Jérémy nous dira la date. Globalement, que fait Swing Mobility? On répond en fait à des problématiques terrain, notamment de commerciaux et de techniciens, au travers d'une gamme logicielle qui va aider à améliorer en fait la performance de ces personnes dans leur mission. On a deux produits phares, Swing Business à destination des commerciaux et de leurs managers, Swing Service à destination des techniciens, notamment des installeurs et des techniciens de maintenance qui vont aller sur le terrain. Et puis, une des particularités de notre activité, c'est qu'on est capable aussi de répondre à des besoins qui concernent les deux populations en même temps et d'aider en fait à la collaboration entre ces deux populations. Et on va aussi adresser en fait des problématiques au niveau des sédentaires au travers notamment d'outils back-office. J'en reparlerai un peu plus longuement après. Alors pourquoi nous sommes concernés par le RGPD, donc là, groupe Divalto et Swing Mobility? Déjà d'une, parce que nos utilisateurs sont pour une grande partie des personnes européennes qu'on manipule de la donnée personnelle, vous imaginez bien, dans les ERP et notamment dans le CRM. On est éditeur de logiciels, donc bien évidemment, pour que toutes les entreprises puissent l'appliquer, il faut que les logiciels soient capables d'appliquer ces réglementations. On a une activité également d'hébergeurs et d'opérateurs SaaS. On a nous-mêmes un centre de traitement de données. Je pense que Jérémy expliquera un petit peu plus précisément qu'est-ce que c'est du traitement de données. Et puis, bien sûr, on a ce rôle d'expert conseil auprès de nos utilisateurs et de nos partenaires intégrateurs. Alors justement, Jérémy, dis-nous un petit mot sur cette partie-là, le RGPD.
Alors, plus qu'un petit mot, hein, Christian. Alors, je vous ai mis un premier graphique pour vous montrer effectivement l'intérêt de cette thématique ces dernières semaines. On se rend bien compte qu'il y a on va dire une vraie appétence, voire une inquiétude autour du sujet RGPD. Donc, le graphique représente les requêtes Google autour de la recherche RGPD. On voit bien que cela monte en flèche depuis quelques semaines. Et on le voit aussi sur ce webinaire, vous avez été nombreux à vous inscrire. Alors, en guise d'introduction, vous expliquer que nous, comme le disait Christian, on a anticipé cette démarche déjà depuis plusieurs mois. Alors, on l'a pas fait tout seul de notre côté, on s'est fait accompagner par un cabinet qui est un cabinet d'avocats d'Eneric Associés. On vous en reparlera à la fin, notamment sur quelques vidéos que vous pourrez diffuser à vos collaborateurs pour les sensibiliser au RGPD. Donc, on a fait ce choix d'accompagnement à la fois pour travailler sur nos process internes, mais aussi sur la compatibilité de nos produits avec cette nouvelle réglementation. Donc, notamment les sujets que je vais aborder juste maintenant ont été coproduits avec ce cabinet d'avocats. Donc, qu'est-ce que le RGPD? On va commencer par définir cela. On parle de règlement général sur la protection des données. Donc, c'est un terme qui est assez générique. Et on va le détailler juste maintenant. Alors, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Donc, je vous ai mis la définition de la CNIL, qui est une définition, on va dire, assez simple. Et on verra que c'est relativement large comme définition. C'est toute information identifiant directement ou indirectement une personne physique. Donc, on parle bien de personnes physiques et on parle bien de tout ce qui peut l'identifier. Donc, je vous ai mis quelques exemples cités par la CNIL. On parle bien évidemment du nom, d'un numéro de téléphone, d'une commune de résidence, d'une date de naissance. Ça peut être tout ce qui est photo, vidéo, empreinte digitale. Ça peut être un numéro d'immatriculation qui permet, grâce à ce numéro d'immatriculation, de remonter à une personne. Donc, finalement, c'est tout identifiant qui va permettre de connecter finalement derrière une personne physique à un identifiant. Donc, c'est quelque chose de très, très large en termes de définition. Alors, qu'est-ce que dit ce règlement européen, qui n'est pas tout neuf? On en parle beaucoup parce que la mise en application approche très fortement, mais il date d'avril 2016. Et il a été vu dans un objectif d'accompagner le développement du numérique, mais en protégeant les personnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que globalement, je pense que, on va dire, autour de ce webinaire, vous êtes nombreux à utiliser des applications sur vos smartphones, vous êtes nombreux à utiliser des réseaux sociaux, et puis on a vu l'actualité récente avec Facebook qui a dû, on va dire, réagir très rapidement par rapport à des fuites de données personnelles. Donc, on voit que c'est un sujet qui intéresse tout le monde et qui intrigue tout le monde. Ce règlement européen a été en premier lieu vu justement pour protéger tous les citoyens européens de l'utilisation de leurs propres données, et surtout dans cette logique de développement des applications et des réseaux sociaux. Donc ça, c'est l'objectif premier de ce règlement, mais on va dire par effet de ricochet, il touche évidemment à tous ceux qui stockent de la donnée personnelle à un moment donné, et donc du CRM. Donc ça, c'est un sujet important. Le deuxième objectif, ça a été de faciliter la circulation, mais tout en garantissant leur utilisation et éviter des mauvaises utilisations. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Facebook. Donc on verra que dans le règlement, ça traduit notamment une validation du consentement et un consentement éclairé. Donc ça, c'est un sujet important. Le cadre est unique pour toute l'Union européenne. Donc ça, c'est un sujet qui est important. C'est-à-dire que tous les pays de l'Union européenne sont concernés, tous les résidents de l'Union européenne sont concernés. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'entreprise développe une application en Europe qu'elle est concernée, non, c'est toutes les entreprises mondiales qui traitent des données de résidents européens. Donc ça, c'est important. Et le cadre, on va dire, de ce nouveau règlement, c'est d'internaliser la conformité. C'est-à-dire au préalable, je vais faire un peu simple, mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, pour être en conformité par rapport à ces sujets-là, il y avait notamment les fameuses déclarations à la CNIL. Donc, on déclarait les différents fichiers que l'on possédait dans l'entreprise, et globalement, ça permettait d'être conforme au texte actuel. Aujourd'hui, les déclarations n'existeront plus à partir de la mise en place de ce fameux RGPD. Et c'est l'entreprise qui, elle, devra mettre en place des process permettant justement de protéger les données personnelles qu'elle possède dans l'entreprise, de mettre en place des process pour justifier et pour se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est un sujet important. Et le dernier point, pourquoi on en parle beaucoup, et on le verra dans le détail des points clés, c'est qu'effectivement, il y a un pouvoir qui est renforcé et des amendes qui vont être beaucoup plus massives que ce qu'elles pouvaient l'être jusqu'à présent. Alors, comme je
je le disais, le RGPD donc, ça s'applique de manière assez globale donc, à ce qu'on appelle les responsables de traitement. Hein, c'est l'abréviation que vous avez là, qui est les RDT. Donc, les responsables de traitement, concrètement, c'est qui? C'est vous autour de ce webinaire. Vous avez des contacts dans votre CRM. Vous êtes responsable de traitement de ces données personnelles que vous avez dans votre système d'information. Et d'un autre côté, les sous-traitants. Donc, les sous-traitants, c'est tous ceux qui participent à la chaîne finalement de traitement de la donnée. Ça peut être l'hébergeur, ça peut être l'éditeur de la CRM. Donc, c'est aussi, nous sommes par exemple un sous-traitant dans le cadre de l'exploitation des données personnelles pour les clients qui utilisent notre solution Swing Mobility. Et donc, comme je le disais, ça concerne également tous les résidents de l'Union européenne. Donc, ça a un impact sur tous les éditeurs mondiaux d'applications, sur tous ceux qui sont amenés à stocker de la donnée de résidents de l'Union européenne. Donc ça, c'est un sujet important à souligner. Alors, pour quand hein, je pense que vous avez dû entendre parler de la date, on en est maintenant à quelques semaines, hein, du 25 mai 2018. Donc, l'application de ce nouveau règlement, ce 25 mai 2018. Alors, on le verra dans les points clés. Ce que nous dit la CNIL et ce que dit la CNIL dans ses communiqués, c'est que c'est pas on-off, c'est-à-dire que c'est pas le 25 mai où il faudra être à la perfection, puisque la logique justement de ce nouveau règlement européen, c'est de mettre les entreprises dans une démarche d'amélioration continue. Et donc, je parlais, souvent, je prends l'exemple des normes type ISO 9001, où je dois être dans un processus d'amélioration continue autour de la satisfaction des clients. Et bien, le RGPD s'inscrit un peu dans cette logique-là, mais autour de la donnée personnelle. C'est-à-dire que la CNIL veut observer des comportements d'amélioration continue autour du traitement, de la sécurisation des données personnelles. Donc, ce qui est important, c'est de se mettre en route sur ce sujet-là, pour qu'en cas de contrôle, en fait, vous puissiez bien montrer que vous avez pris le sujet à bras-le-corps. Alors, je vais résumer 10 changements clés. Donc ça, c'est un sujet, donc on a découpé avec notre cabinet d'avocats le sujet RGPD en 10 changements clés. Et donc, c'est ce que je vais vous détailler. Donc, je vais les prendre un à un et aussi faire le parallèle avec potentiellement les impacts que vous pourriez avoir, vous, de votre côté, dans le système d'information. Alors, premier changement, et je pense que c'est le sujet qui amène tout le monde à parler de ce nouvel règlement, c'est la sanction. Puisqu'on parle de sanctions qui peuvent aller, en fonction de l'infraction, jusqu'à 2 à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, hein, donc du chiffre global. Donc vous voyez bien que là, on vise les sociétés multinationales, les grands faiseurs de données personnelles, hein, donc les réseaux sociaux, les Google, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, les plus grosses amendes qui ont été données, on parle de quelques dizaines de milliers d'euros. Donc on change, on va dire, complètement la donne avec ce nouveau règlement européen. Et donc c'est pour ça que les plus grands s'y intéressent fortement, et c'est pour ça qu'un Facebook réagit aussi vivement également à de la perte de données personnelles. Donc ça, c'est un sujet important. Le point que l'on a mis, on va dire, en noir dans la présentation et qui nous paraît sans doute peut-être même plus important que l'amende, c'est le risque commercial. Quand on parle de risque commercial, ça veut dire que la CNIL a un pouvoir fort de publicité, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en lumière les entreprises qui ne respectent pas ce règlement. Et notre avis là-dessus, c'est que la mauvaise pub qui sera faite par la CNIL représentera potentiellement beaucoup plus que l'amende. Quand la CNIL montrera une entreprise du doigt en disant telle et telle entreprise ne respecte pas le règlement, ça peut vite faire fuir des clients. Donc il y a aussi à prendre en compte ce risque-là, ou le voir positivement, parce qu'on peut aussi le voir dans l'autre sens, c'est de se dire comment je peux finalement faire du RGPD, pour moi un argument qui est de dire voilà, moi mes données sont ultra sécurisées, j'ai des process qui sont très bien montés, et donc c'est un argument commercial plutôt qu'une contrainte. Donc ça, c'est le premier point qui fait que tout le monde en parle, c'est la sanction. Deuxième changement clé, c'est qu'on parle de l'obligation de désigner ce qui s'appelle un DPO, donc c'est quelqu'un qui est en charge de la donnée personnelle dans l'entreprise. Donc il n'y a pas d'obligation pour l'ensemble des entreprises, donc il y a 3 cas qui sont inscrits dans ce règlement-là. C'est, vous verrez que là, la définition est relativement large. Il y a organisme public, donc là, il n'y a pas trop, effectivement, de débat là-dessus. Le deuxième point, c'est
tout organisme, donc on dit organisme, c'est entreprise ou autre, dont les activités de base impliquent un suivi régulier et systématique de personnes à grande échelle. Donc, potentiellement, toutes les entreprises qui auraient des données personnelles stockées dans leur système à grande échelle. Pour prendre un exemple assez parlant, évidemment, à partir du moment où on parle de réseaux sociaux, on est complètement concerné, ou à partir du moment où on parle d'un site e-commerce B2C important également. Deuxième point, c'est organismes dont les activités de base impliquent traitement dits sensibles à grande échelle. Donc, quand on parle de traitement dit sensible, c'est notamment des données de santé. Là, on change une donnée personnelle, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est toute donnée, à partir du moment où on identifie une personne physique. Quand on parle de données sensibles, il y a un certain nombre de catégories et on parle notamment des données de santé, de tout ce qui est biométrie. Donc, à partir du moment où vous êtes amené à traiter des données à grande échelle sur ce sujet-là, ça implique la désignation au sein de votre entreprise d'un DPO. Alors, les conseils qu'on a pu nous avoir sur ce sujet-là, c'est que le DPO peut aussi être une bonne entrée en matière lors d'un contrôle de la CNIL. Si vous êtes, on va dire, à la limite de la désignation d'un DPO, vaut mieux certainement en nommer un, notamment pour avoir un interlocuteur en cas de contrôle, pour avoir aussi un interlocuteur à mettre en face de vos clients qui pourraient avoir des questions sur ces sujets des données personnelles. Donc ça, c'est un point important. Donc cette casquette-là est portée par moi chez Divalto. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le panneau de questions. On mettra nos mails à la fin de la webconférence. Donc vous pourrez aussi nous adresser des emails, on va dire plus perso, si vous avez des questions en lien avec votre activité. Troisième point clé, c'est les obligations qu'on appelle sur les sous-traitants et la responsabilité conjointe. Donc ça, c'est un point important de ce nouveau règlement, c'est que toute la chaîne qui est impliquée dans le traitement des données personnelles va être responsable. Donc ça, c'est un point important. Et on va dire tout le monde est solidaire. C'est-à-dire que potentiellement, si demain, vous pouvez être amené à traiter de la donnée personnelle, vous utilisez des solutions pour le faire, vous utilisez des hébergeurs pour le faire, et bien c'est toute la chaîne qui est amenée à traiter de la donnée personnelle qui peut être responsable en cas de mauvais traitement. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des campagnes de sensibilisation que nous lançons de notre côté et que vous pouvez peut-être avoir par d'autres acteurs qui sont des acteurs de la chaîne de traitement de la donnée personnelle. Donc ça, c'est un troisième point et troisième changement clé. Quatrième, donc on parle de principe de responsabilité. Et donc ça illustre ce que je disais tout à l'heure dans la logique que moi j'appelle d'amélioration continue. C'est que les entreprises doivent, elles, internaliser des mécanismes et des procédures internes pour démontrer qu'elles respectent bien ce règlement relatif à la protection des données personnelles. Donc ça passe par quoi? Ça passe par le fait qu'il faut examiner, évaluer, faire des audits sur ces sujets-là et mettre en place des processus. Ça veut dire aussi qu'il faut se poser la question, parce qu'on a minimisé le traitement et la collecte de données, c'est qu'il faut en permanence se demander pourquoi j'ai besoin de cette donnée personnelle. Est-ce que c'est légitime de la stocker? Est-ce que c'est légitime de faire ce traitement-là? Est-ce qu'il est utile à mon cœur d'activité? Est-ce que c'est légal de le faire? Donc, il y a vraiment à mettre en place des process. Et finalement, c'est pas parce que je le fais depuis 10 ans qu'il faut le faire demain. C'est pas parce que je stocke cette donnée sans date de fin qu'il faut continuer à le faire. Donc ça, c'est un point vraiment important dans cette logique d'amélioration continue. Et ensuite, il y a un point qui est, effectivement, il faut documenter. Donc, on est là aussi dans une logique ça. C'est pour ça que je reprends souvent l'exemple de normes qualité, c'est qu'il faut que je documente ces process internes. Donc ça, c'est le quatrième point, la responsabilité qui est internalisée dans l'entreprise. Cinquième sujet, étude d'impact sur la vie privée. Donc, là, c'est un sujet, les organisations, donc notamment vous devez vous poser la question, à partir du moment où vous faites un traitement sur la donnée personnelle, vous devez vous poser la question si ce traitement est bien légitime et donc faire ce qu'on appelle une étude d'impact sur la vie privée. Donc ça, c'est notamment toutes celles qui traitent des données dites risquées ou à grande échelle. Et c'est pas uniquement vrai pour les nouveaux traitements que vous pourriez envisager si vous êtes concerné par ce traitement risqué ou à grande échelle. C'est aussi vrai pour l'ensemble des processus et traitements actuels. Sixième point clé, et là, il y a effectivement des points en lien avec le CRM aussi, c'est le consentement et la transparence.
toute organisation doit prouver qu'elle a bien eu le consentement pour traiter une donnée. Donc on parle de consentement libre et éclairé, avec des finalités déterminées. Alors, je vais m'expliquer, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, je vais reprendre les exemples des réseaux sociaux, avaient des conditions générales dans lesquelles ils expliquaient en long, en large, comment ils traitaient votre donnée personnelle. Sauf qu'on ne peut pas vraiment parler d'éclairage éclairé, parce que c'est noyé au milieu de pages et de pages de conditions générales, et les finalités ne sont pas toujours très, très précises. Et je pense que vous avez tous eu ces dernières semaines des emails des différents réseaux sociaux, des emails relativement courts, où ça vous amenait sur des pages relativement courtes, où on vous expliquait, voilà, on stocke telle et telle donnée, et voici les finalités. Et globalement, ça tient sur une page, sur un écran, et c'est expliqué de manière très précise. Donc ça, c'est vraiment le sujet de ce point consentement et transparence, c'est qu'on doit vous demander, vous expliquer ce qu'on veut faire de la donnée, et vous devez donner votre consentement. Ça, c'est un point important et ensuite, vous devez avoir la capacité aussi de retirer votre droit, de retirer son droit sur son consentement. Donc ça, c'est un sujet important. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement être en capacité de stocker ce consentement, être en capacité à un moment donné aussi de dire, bah voilà, j'ai plus le consentement, donc je ne traite plus, je ne fais plus de traitement sur cette donnée. Septième point qui, on va dire, concerne plutôt la manière dont on va développer les applicatifs et dont on va aussi les paramétrer et les intégrer, c'est ce qu'on appelle le privacy by design and by default. Donc ça veut dire que toutes les entreprises doivent intégrer dans la manière de développer les produits, de les intégrer, de les installer, une logique de sécurité. Donc ça, c'est un sujet important et il faut que par défaut, le système soit verrouillé. Moi, je prends souvent l'exemple des droits sur les logiciels. C'est vrai que on peut avoir une tendance naturelle à un moment donné de dire bah, finalement le système, je l'ouvre à tout le monde et puis bah, je vais plutôt raisonner en le verrouillant progressivement. Là, c'est plutôt l'inverse. Hein, le RGPD dit qu'il faut plutôt tout verrouiller et ouvrir uniquement aux personnes en ayant besoin les droits de consulter telle et telle donnée. Donc, on est vraiment dans une logique d'un niveau de protection élevé par défaut. Il y a également de nouveaux droits qui sont le droit à l'effacement à l'oubli. Ça concerne notamment des personnes physiques qui peuvent demander le droit à ce qu'on efface leurs données d'un système d'information. Par exemple, je reprends là un exemple qui est assez parlant. Sur les réseaux sociaux, il y a les différents acteurs qui devront respecter cette partie-là, c'est-à-dire qu'ils devront supprimer l'ensemble des données. Alors, comme on parle de CRM et potentiellement aussi d'activités, on va dire, légales et de facturation, il ne faut pas confondre ce qui peut être de la donnée personnelle et qui est en lien avec le droit à l'oubli et ce qui peut être en lien avec d'autres législations, on va dire, fiscales, légales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez émis une facture pour un contact, etc., vous n'avez pas supprimé cette facture parce que légalement, vous devez également la conserver pour répondre à potentiellement un contrôle fiscal et que c'est une preuve dans votre comptabilité. Donc c'est là où nous avons nous souvent des questions en disant qu'est-ce que je supprime, qu'est-ce que je supprime pas. Alors on prend l'exemple avec la paye qui est pas trop en lien avec le CRM, mais la paye c'est pareil, c'est-à-dire que un salarié peut vous demander à un moment donné des droits à l'effacement à l'oubli sur un certain nombre de ses données personnelles stockées dans votre système. Encore une fois, ça ne prend pas le dessus par rapport à la législation sociale. Vous n'avez pas supprimé ces bulletins de salaire parce qu'au contraire, vous devez les conserver durant plusieurs dizaines d'années. Donc ça, c'est un sujet important. Et ensuite, il y a le droit à ce qu'on appelle à la portabilité des données. Donc ça concerne là aussi le fait qu'à un moment donné, quelqu'un peut dire moi, je souhaite avoir les données me concernant que vous stockez dans le système. Donc la capacité de donner ces droits-là dans un format exploitable. Alors là aussi, le RGPD a été pensé dans une logique surtout d'applicatif pour éviter qu'un particulier soit à un moment donné enfermé dans un système et ne puisse pas en sortir. Donc c'est par exemple de pouvoir à un moment donné, je suis chez un fournisseur pour stocker mes documents personnels, je souhaite sortir de ce fournisseur-là pour aller chez un autre stockeur de mes documents. Et donc là, vous allez voir que tous les acteurs, on parle de Google Drive ou autres, ont mis en place des process permettant facilement de passer d'un acteur à l'autre. En tout cas, le règlement les oblige dans ce sens. Neuvième point, c'est l'obligation de notifier des failles de sécurité. Donc ça, c'est notamment potentiellement les sous-traitants que nous sommes, qui doivent coopérer avec le client, le responsable du traitement, en cas de faille avérée sur le système d'information.
Donc, il n'y avait pas de règles sur ce sujet-là. Là, ce que dit le règlement, c'est qu'il ne faut pas de retard injustifié, ou au maximum, c'est 72 heures. Et on sait que dans le passé, il y a des failles qui ont plutôt été révélées quelques mois après. Donc là, la logique, c'est de dire, dès qu'il y a faille de sécurité avec potentiellement de la donnée personnelle qui a été hackée par quelqu'un, mais il faut notifier cela. Donc le sous-traitant doit notifier cela à son client, et le client doit notifier cela à l'autorité de supervision. Donc ça, c'est un sujet important. Et le 10e point, donc, il concerne ce qu'on appelle les transferts hors Union européenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la donnée personnelle sort de l'Union européenne, elle doit sortir dans un pays qui respecte un niveau de protection suffisant au regard de cette réglementation-là. C'est-à-dire que vous devez avoir si vous faites appel, par exemple, à des sous-traitants à qui vous transmettez de la donnée, ou si vous stockez de la donnée personnelle dans des applications qui sont hébergées hors Union européenne, vous devez être en capacité, vous devez exiger de ce fournisseur-là de respecter également ce règlement européen. Donc, il y a vraiment des chapitres qui concernent ce transfert hors UE. Donc, voilà pour les 10 changements clés. Donc, on va voir maintenant les impacts avec Christian sur le CRM, et notamment avec Swing Mobile. Donc, j'ai répondu à certaines questions directement pendant que Jérémy parlait en fait des 10 changements clés. Je pense que là, dans l'application en concret sur le CRM, on va justement revoir la réponse de certaines de ces questions. Alors, j'ai envie de dire, au-delà de tout ça, premier message que j'ai à vous donner, ne paniquez pas. Comme l'a expliqué Jérémy, c'est une démarche d'amélioration continue, et au-delà de la date du 25 mai, il n'y aura pas de mise en application ou de sanctions immédiates. Il y aura des avertissements. Si vous avez prouvé que vous êtes de bonne foi et que vous êtes dans une démarche d'amélioration, notamment que vous avez un DPO, etc., la CNIL sera beaucoup plus tolérante avec vous. Ensuite, j'ai un petit rappel à faire sur le fonctionnement de la plateforme, juste pour que je puisse illustrer un petit peu les changements qui vont avoir lieu sur l'application. Notamment que le CRM dialogue déjà avec votre outil de gestion, voire d'autres CRM déjà en place, puisqu'on a des utilisateurs qui ont fait le choix d'un module, par exemple le CRM intégré à leur ERP, et qui utilisent Swing Business ou Swing Service uniquement pour les personnes sur le terrain, les techniciens ou les commerciaux. On est ouvert donc du coup à toute solution d'ERP du marché, et donc il n'y a pas que le traitement au niveau du CRM qu'il faut prendre en compte, c'est global, c'est-à-dire les données qui vont être dans vos différentes bases finalement, de la même façon sur un outil SAP, GMAO, etc. Ensuite, il y a effectivement des données qui sont collectées sur les terminaux mobiles, qui sont synchronisées avec notre plateforme cloud. Cette synchronisation, elle remonte, je dirais, les données qui ont été saisies. Donc, on va concentrer en fait notre travail finalement sur la plateforme cloud, donc nos bases de données SaaS, mais pas que. Ensuite, on peut accéder à cette plateforme, notamment dans la V4, au travers de back-office, d'applications web, qui elles-mêmes peuvent aider à saisir l'information ou consulter l'information. De plus en plus, on a des API ouvertes ou des outils, Swing Studio, Swing Control Center, qui permettent de faire des échanges de données. Donc, on va veiller à ce que le RGPD soit quelque part surveillé un peu partout, et qu'au final, de toute façon, la donnée se retrouvera au centre sur la plateforme. Je continue. Dans le concret, qu'est-ce qui va changer par rapport à nos services SaaS, notre hébergement? Globalement, déjà d'une, la bonne nouvelle suite à notre audit, c'est que on est RGPD compliant, puisque globalement, les données qu'on traite sont déjà hébergées en Europe pour nos clients européens. Et plus précisément, nos data centers sont donc à Strasbourg et un autre à Paris en redondance, qui lui est d'ailleurs en train de s'étoffer à Paris. Ensuite, par contre, ce qu'on a décidé de renforcer, c'est une partie qu'a expliqué Jérémy, c'est sur la sécurité et les outils de monitoring globalement, puisque jusque maintenant, le concept de base de Swing, c'était qu'il y avait une centralisation par l'administrateur de la gestion des accès. Donc, c'est-à-dire que c'était nos utilisateurs, une personne chez nos utilisateurs qui était l'administrateur, qui créait les accès,
qui définit les mots de passe, qui donne les mots de passe aux utilisateurs, et éventuellement, si le mot de passe doit être changé ou devait être envoyé, c'était cet administrateur qui le faisait, ou l'intégrateur de la solution qui administrait cette partie. Là, on a décidé de changer les choses, donc on va voir des outils un peu plus poussés sur les contrôles d'authentification d'accès. Et de plus, on a profité en fin d'année dernière pour renforcer tous les outils de monitoring, savoir qui synchronise, quand, à quelle date, etc. Alors là aussi, c'est un fichier qu'on a alimenté dans la liste des données personnelles qu'on traite. Mais on l'utilise aussi pour éventuellement détecter des anomalies ou revenir en arrière si suite à un problème, on veut comprendre d'où est venue une éventuelle fuite, puisque comme l'a été expliqué, on a un devoir déjà d'informer s'il peut y avoir ce type de fuite, et de deux, de renforcer nos systèmes de sécurité. Alors, une des questions auxquelles j'ai répondu tout à l'heure, c'était globalement, voilà, moi je travaille avec des entreprises, ce sont des personnes morales, et puis je fournis des produits à des entreprises. Donc, est-ce que finalement je suis concerné par le RGPD, puisque vous me parlez depuis tout à l'heure de données personnelles. Et de deux, je ne suis pas Google, Facebook, est-ce que je suis concerné parce que du coup, cette histoire d'avoir un gros volume de données ou d'avoir une grande échelle de données, moi je ne suis pas Google, Facebook, mes données j'ai 100, 200, 1000, 2000, 5000 clients et puis quelques contacts, donc est-ce que je suis vraiment concerné? La réponse est oui, c'est que nous sommes tous concernés par ça parce que même si vous travaillez avec des personnes morales, donc des entreprises, des associations, des collectivités, etc., en vérité, vous ne travaillez pas avec la personne morale, vous travaillez avec des collaborateurs de cette personne morale. Et donc, vous avez des données personnelles. Et je dirais que, par exemple, les coordonnées email ou téléphoniques d'un contact dans une entreprise avec qui vous travaillez, ce sont des données personnelles. Alors là, il ne faut pas non plus s'y coter finalement sur cet aspect-là, mais en tout cas, ce sont des données. Par contre, on va voir par après, ça va être l'usage de cette donnée-là qui va un petit peu nous éclairer sur comment la traiter. Donc, plus globalement, dans notre CRM, qu'est-ce qui est impacté, qu'est-ce qui impacte notre application du RGPD? Globalement, les données, je vous parlais, les contacts B2B et encore plus en B2C, donc, là, lorsqu'on travaille directement avec le particulier, mais aussi des informations sur les collaborateurs, puisque dans le CRM, on enregistre des informations concernant vos collègues, les différentes personnes qui répondent à leurs clients, leurs prospects, etc. Lorsqu'on va parler d'un technicien sur place, il y a des saisies de temps, il y a éventuellement de la géolocalisation, on en va enregistrer des coordonnées GPS, etc. Donc ça, ce sont des données également personnelles internes. Si vous enregistrez des photos ou des vidéos suite à une intervention, ça aussi, ça va être des données quelque part personnelles qui vont être enregistrées dans le système CRM. Il y a aussi tout ce qui est événement. Donc, ce que j'appelle un événement, c'est enregistrer un rapport de visite, un bon d'intervention, enregistrer un appel, sauvegarder un email, etc., un courrier. Ça, il peut y avoir des données personnelles qui sont à l'intérieur. Il peut y avoir bien sûr tous les champs personnalisés que vous avez fait ajouter dans votre projet. Et là, justement, il faut être très, très attentif si on ne rentre pas dans le cadre des données sensibles. Alors, il peut y avoir une légitimité. Par exemple, je travaille dans le secteur médical et parmi mes clients, j'ai besoin de connaître quel type de maladie a telle ou telle personne, etc. Mais par contre, s'il n'y a pas de légitimité à certaines données, il faut tout simplement éviter de l'enregistrer. Donc, dès lors que vous personnalisez la solution, vous ajoutez des champs, il va falloir systématiquement réfléchir. Cette donnée, est-ce qu'elle est sensible ou pas? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas, etc., etc. Par défaut, le CRM est configuré avec aucune information sensible. D'accord? La civilité, le nom, le prénom, l'adresse email, etc. ne sont pas des informations sensibles. Donc, réfléchissez-y lorsque vous personnalisez, puisqu'il y a des outils d'ailleurs, certains d'entre vous, vous personnalisez vous-même, vous rajoutez des champs. Autre endroit où là, par contre, le cabinet qui a travaillé avec nous nous a rendu beaucoup plus sensibles à notre utilisation, ce sont toutes les zones de texte libre. Les zones de texte libre, par définition, il n'y a pas de contrôle dessus. Donc, les collaborateurs qui saisissent des informations dans l'outil, ils ne sont pas limités à des données, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Je vais vous donner quelques exemples, par exemple, à ne pas faire.
je vais voir un client, donc je contacte chez mon client, puis finalement, il n'est pas là le jour-là. En fait, j'apprends qu'il n'est pas là le jour-là parce qu'il a une maladie grave et j'apprends des informations concernant cette maladie grave. Eh ben, il faut impérativement donner instruction à vos collaborateurs que cette information-là sur le type de maladie grave, la maladie grave en soi, etc., n'est pas assez dans cette zone de test libre, même si j'en ai la possibilité, puisque je peux écrire ce que je veux. On va plutôt dire, ben voilà, il est absent pour maladie et on s'arrête là, plutôt que de donner des détails, puisque ces détails-là, surtout si quand on les associe à le nom d'une personne physique, ben, c'est de la donnée personnelle et je ne suis pas censé collecter cette information. Ensuite, il y a des impacts aussi sur tout ce qui va être hébergement, sécurité de ces données, confidentialité, à savoir par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des éléments qui sont dans notre plateforme SaaS, donc évidemment là, nous, on s'occupe de la sécurisation de ces données, mais après, il y a aussi des outils qui permettent de faire les synchros ou les interfaces avec votre système de gestion et votre propre système de gestion. Donc là, il faut faire très attention à ce lien qu'il peut y avoir, donc sécuriser ce fil de données. Nous, par défaut, on travaille systématiquement avec des protocoles du web service en HTTPS, donc cryptés, etc. Mais si à un moment donné, vous nous dites, nous, on n'est pas capable de gérer ça, il faut repasser sur un canal moins crypté, moins etc., non, on vous dira non, c'est pas conforme au RGPD, il faut avoir des choses sécurisées. De deux aussi, la confidentialité. La confidentialité, c'est autre chose, c'est-à-dire à l'intérieur même de l'application, est-ce qu'il y a des données qui ne doivent pas être connues de l'ensemble des collaborateurs dans ma propre entreprise. Donc là, typiquement, ça va être mettre en place peut-être des différents niveaux de lecture. Je vous donne un autre exemple. Le technicien sur le terrain, est-ce qu'il a le besoin de connaître toutes les informations qu'on a dans notre CRM lorsqu'il va faire sa mission d'intervention? Ou le commercial qui va dans telle ou telle entreprise, est-ce qu'il a besoin d'avoir certaines des informations particulières qu'on a sur des contacts? Donc ça, il va falloir faire très attention et analyser un petit peu ce qu'on fait des données et éventuellement restreindre l'accès. Alors, je vous parle beaucoup finalement de données de sécurisation, mais le traitement qu'on fait des données est tout aussi important finalement que la donnée en elle-même. Et donc, au niveau de votre utilisation, il y a plusieurs impacts. Sensibiliser vos équipes. Donc, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? La sécurité, le consentement. Est-ce que la personne m'a donné l'autorisation d'utiliser cette donnée? Alors, quand quelqu'un vient vers vous et vous dit « je suis intéressé par vos produits », le consentement, il est tacite puisqu'il vient vers vous, il s'est peut-être allé sur le site web, il a demandé une plaquette, etc. Là, j'ai eu une question tout à l'heure, comment on conserve cette information qu'il avait consenti l'info, tout simplement en enregistrant la source d'où ça vient. Donc, ça vient du site web et d'un formulaire entrant, on va considérer qu'effectivement, c'est lui qui a donné son consentement puisque c'est lui qui est entré en contact avec nous. Par contre, si je vais chercher des données ailleurs, télécharger des données sur LinkedIn, acheter des bases, etc., veillez à ce que les données que vous avez acquises, vous avez effectivement le droit de les récupérer et le droit de les utiliser dans le cadre de ce que vous voulez en faire en termes de traitement de données. On va mettre en œuvre aussi des processus de gestion de la donnée personnelle, donc notamment tout ce qui va être DPO, le registre des données personnelles. On va entreprendre aussi donc le contrôle de cette collecte et des traitements. Alors moi, j'ai deux conseils à vous donner de ce que je retiens dans l'essentiel de tout ça, finalement, c'est de se dire, je vais limiter la collecte des données au strict minimum nécessaire de ce dont j'ai besoin. On pourrait se dire, tiens, pour bien comprendre mes clients, mes prospects, etc., et donc, je vais collecter un maximum d'informations concernant les contacts dans ces entreprises-là ou dans ces organisations. C'est pas une bonne idée, on va dire, parce que certaines données sont peut-être pas légitimes à ce que j'aille les chercher par rapport à mon activité. Et de deux, je dirais que il faut dès le départ prévoir combien de temps je vais conserver la donnée. Donc si vous me dites, tiens, je vais aller collecter telle information concernant telle personne, tel type de personne, cette donnée-là, vous avez un but qui est un traitement en particulier. Et, dès lors que ce traitement est fait, il faudrait détruire la donnée. Voilà. Je discutais hier avec un partenaire qui me disait, voilà, nous, on fait de la lecture de plaques d'immatriculation de voitures.
pour faire de la comptabilisation sur les parkings, par exemple, des centres commerciaux, et de savoir d'où ils viennent. Et ben, en fait, le but final, c'est de savoir combien de voitures sont venues et d'où. Donc, lorsque je collecte la donnée personnelle, c'est-à-dire la plaque d'immatriculation de la voiture, bah, bien évidemment que j'ai la plaque, donc ça c'est une donnée personnelle. J'en extrais l'information que je veux conserver, c'est-à-dire à quelle date le véhicule est arrivé et où est-ce qu'est localisé le véhicule par rapport à sa carte grise. Et ensuite, j'efface le numéro d'immatriculation. Donc comme ça, j'ai la donnée qui m'intéressait, c'est-à-dire le nombre de voitures et d'où ils viennent, mais je n'ai plus le lien avec la donnée personnelle, et donc ce n'est plus une donnée personnelle, et donc ça, cette information-là, j'ai le droit de la garder. Donc effectivement, suite à mon traitement, j'ai une nouvelle donnée, et cette donnée-là, c'est celle-là que je conserve. L'ancienne donnée, je l'ai supprimée. Ben, dans le CRM, ça peut être pareil. Je peux collecter certaines données par des formulaires en ligne, utiliser la donnée, et après, il va falloir la détruire. Alors, au niveau des améliorations fonctionnelles, je vous disais tout à l'heure, l'audit qu'on a eu finalement sur nos solutions, que ce soit dans la V3 ou la V4, c'est que globalement, on était très RGPD compliant. Je dirais qu'à part ces fameux champs libres, les autres champs, on n'a pas de champ spécifique sur les données sensibles. La sécurisation a été jugée très bien par rapport au cadre donc réglementaire. Donc nous, on renforce, mais voilà. Donc, on a décidé un certain nombre d'améliorations fonctionnelles pour aider en fait à être RGPD compliant chez nos utilisateurs. Ces améliorations fonctionnelles, bien évidemment, on les fait sur la toute dernière version de notre produit, qui est la version 4, qui sortira donc le 24 mai et qui s'appelle Spring 18. Donc ça, ce sera la version qui va sortir donc en mai. Et dedans, qu'est-ce qu'on a prévu? On renforce au niveau de notre outil back-office un outil qui permet d'extraire plus facilement les données personnelles. Donc tout simplement, les données personnelles dans le CRM, c'est les données rattachées au contact des tiers, des clients, des prospects, des fournisseurs, etc. Donc c'est récupérer les données des contacts, éventuellement les données qui sont liées à cette table contact. Donc ça peut être dans les événements, ça peut être dans certaines autres données qu'on a enregistrées en fait en termes d'informations supplémentaires sur le contact. Et donc on a prévu un export à plat de fichiers en back-office qui permet de mettre le nom d'une personne et d'extraire cette donnée-là ou les X personnes, etc. Ensuite, pour renforcer ce côté, expliquer aux différents utilisateurs, sensibiliser au fait qu'il ne faut pas écrire tout et n'importe quoi dans les textes libres, on a prévu des systèmes de bulles d'aide ou en tout cas d'alerte à la première utilisation de l'application pour dire tiens, attention sur les textes libres, veillez à ne pas saisir de données qui ne devraient pas y être. On a prévu aussi également de renforcer la sécurité et l'authentification des utilisateurs. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, c'était centralisé, la gestion des utilisateurs. Maintenant, on va donner l'opportunité aux utilisateurs de changer eux-mêmes leur mot de passe ou de régénérer un mot de passe quand ils l'ont perdu. À l'avenir, comme on est dans l'amélioration continue et dans une future version, je pense d'ici fin d'année, on aura un outil aussi qui permettra de supprimer en masse certaines données personnelles, voire ou de les anonymiser en tout cas. Donc ça, on verra comment ça va fonctionner parce que c'est un petit peu problématique parce qu'une fois que je l'ai supprimé ou une fois que j'ai rendu anonyme, je ne peux pas revenir en arrière. Donc il faudra faire des systèmes où on est sûr de ce qu'on fait quelque part. Ensuite, voilà, c'est Jérémy qui voulait te donner un petit mot là sur le cabinet. Alors certains, effectivement, j'ai eu la question de certains de nos clients en contact qui nous ont demandé comment je peux passer ce message assez facilement. Donc j'ai vu que vous aviez été déjà nombreux à nous demander le support lors de la conférence. Donc effectivement, on va vous diffuser le support après cette webconférence. Et je trouvais qu'il y avait aussi un outil qui était assez sympa si vous voulez sensibiliser vos collaborateurs, parce que le RGPD et le respect de ce règlement passe aussi en interne par la sensibilisation de vos collaborateurs, comme le disait Christian tout à l'heure, sur des textes libres, par exemple, où chaque collaborateur finalement peut ou ne peut pas respecter le RGPD. Et donc, vous avez sur YouTube 3 vidéos qui ont été faites par le conseil qui nous a accompagnés, donc c'est François-Pierre Lany. Donc, si vous tapez RGPD François-Pierre Lany sur Google, vous allez tout de suite les trouver. Il y a 3 vidéos, ça dure un peu moins de 5 minutes par vidéo. Et ça explique de manière assez simple qu'est-ce que le RGPD, quels sont les grands principes du RGPD, qu'est-ce qu'il
faut faire ou ne pas faire. Donc ça vous permet d'apporter à vos collaborateurs internes on va dire un vernis sur ce qu'est le RGPD et les points d'attention. Donc, pour conclure, au niveau de vos questions, on a répondu individuellement à la plupart d'entre vous. Je pense qu'il reste une ou deux questions auxquelles on répondra très spécifiquement en tête-à-tête ou par mail. Je pense que ce qu'il faut retenir quelque part, c'est que la solution est RGPD compliant et qu'on est, nous, entré dans une phase d'amélioration continue pour ajouter des choses, simplifier aussi cette gestion-là chez vous et chez nos partenaires intégrateurs. Hein. On a prévu aussi des outils de supervision, par exemple, pour les personnes qui déploient des projets Swing, hein, des sociétés de services. On est aussi de plus en plus attentif dans nos API à enregistrer par exemple la source des données ou en tout cas voir d'où vient la donnée lorsqu'on importe en masse par des outils type backend, control center. Donc si vous avez des questions beaucoup plus spécifiques, alors par exemple sur le produit, contactez-moi, Christian Dino à l'adresse qui est la deuxième affichée là. Si c'est plus sur le cabinet ou le rôle de DPO, vous pouvez m'en parler un petit peu plus, etc. Plutôt Jérémy Grégoire chez nous qui a cette mission-là et qui saura vous éclairer. En tout cas, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble sur ces sujets-là, donc il a maintenant une certaine expérience. Voilà, donc on est très ouvert à tout ça. On a encore quelques mois devant nous. On vous redonnera de l'information. Ce PowerPoint sera rendu disponible à tous les participants et on a enregistré la vidéo, donc au cas où vous voudriez la repasser également pour reprendre le détail, vous pourrez le faire. Jérémy ? Merci à toutes et à tous pour la participation massive. Et comme le disait Christian, on est à votre dispo. S'il y a des questions, on va laisser encore pendant une minute le panneau de questions, le chat ouvert, donc vous pouvez nous les adresser. Et puis, Christian vous a affiché nos mails, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Merci beaucoup à tous. Au revoir.